Pierre Chanal, ancien adjudant-chef et instructeur au camp de Mourmelon dans le 4e régiment de dragons, de 1977 à 1986, se suicide dans sa cellule à Reims le 15 octobre 2003, alors qu'il devait se rendre à son procès pour meurtre et séquestration de 8 jeunes garçons. Erreur judiciaire, laxisme de la justice ou meurtre presque parfait? Bienvenue dans un nouvel épisode, Silence, on cherche. Donc nous allons parler dans un premier temps de l'histoire des disparus de Mourmelon. Donc il y a Patrick Dubois qui a commencé son service militaire au 4e régiment de dragons le 1er décembre 1979. Il aura une permission le vendredi 4 janvier 1980 et décidera à cette occasion de rejoindre un de ses camarades d'infanterie pour pouvoir aller au cinéma. Pour ce faire, il va faire du stop. À 19h30, ce sera la dernière fois qu'on verra le jeune Patrick Dubois. Il disparaîtra à 20 ans et sera déclaré déserteur. La gendarmerie, pour cette disparition, ouvrira un dossier, mais en vain, il sera jamais retrouvé. Ensuite, on a un deuxième jeune homme qui s'appelle Serge Havet, qui lui intègre le service militaire obligatoire le 3 janvier 1980 dans le 3e régiment d'artillerie. Il aura une permission pour aller voir sa famille près de Reims et surtout aller voir sa fiancée qui est enceinte. Il est très heureux de passer un week-end avec sa famille et sa fiancée parce qu'il lui reste que 3 mois avant ce qu'on appelle la quille. Il aura enfin fini son service et il retrouvera sa fiancée, sa famille, et tout ira bien pour lui. Mais c'est alors qu'il aura le malheur de faire du stop sur la RN 77, justement pour se rendre à la gare. Donc le 3 janvier, il fait du stop. Le 28 février 1981, la famille recevra une visite des gendarmes pour annoncer que leur fils ne s'est jamais rendu à Mailly-les-Camps, là où il devait finir son service militaire. Donc Gisèle, la mère de Serge Havet, dira aux gendarmes qui se présentent chez elle que leur fils n'est jamais arrivé jusqu'à chez eux et qu'ils pensaient qu'il avait été retenu dans le camp pour diverses raisons et qu'ils ne se sont pas inquiétés sur le moment. Donc Serge Havet, le vendredi 20 février, après 8 mois de service pour l'armée, à l'âge de 19 ans, sera considéré comme déserteur. Ensuite, nous avons Manuel Carvalho qui intègre le camp de Milly-le-Camp, donc le 2 juin 1981 dans le 4e régiment de dragons. Il aura une permission le 7 août 1981, 2 mois après son arrivée. Donc il sera porté déserteur pour l'armée. Son père, qui devait aller le chercher à la gare, ne le verra plus jamais. Nous avons maintenant Pascal Sergent, qui commence son service militaire le 3 juin 1981 au 503e régiment de chars de combat à Mourmelon. Le 20 août 1981, sans surprise malheureusement, après avoir fait du stop, il n'arrivera pas chez sa mère qui l'attendait et à qui d'ailleurs il avait demandé de repasser son pantalon et sa chemise pour aller au bal le soir même. Je vous dis tous ces détails juste pour vous dire que les personnes là qui disparaissent, c'est pas des personnes qui étaient anti-militaires ou qui regrettaient d'y être allés ou qui étaient malheureux d'être à l'endroit où ils étaient. C'était des jeunes hommes qui faisaient ce qu'ils avaient à faire, le service militaire obligatoire, et qui voulaient juste rentrer chez eux. Certains voulaient soit s'engager dans l'armée après ça, et d'autres retrouver une vie civile classique. Et malgré ça, malgré que les familles leur disent « mais non, c'est pas possible », qu'ils les désertaient et surtout qu'ils nous aient pas donné de nouvelles, ces disparitions sont vraiment inquiétantes je trouve, mais il semblerait que les services militaires ne voient pas ça du même. Donc Pascal Sergent lui a été vu la dernière fois un vendredi sur la RN 77 à 17h, faisant du stop. La mère de Pascal, sachant pertinemment que son fils n'est pas déserteur, publiera un avis de recherche. La mère de Serge Havet regarde le journal et voit l'avis de recherche de Pascal Sergent. Elle se dit « mais mon fils aussi a disparu ». Donc les deux mères de 2 jeunes hommes disparus prennent contact. Et elles se rendent compte que quand même dans la disparition de leur fils, il y a quand même pas mal de similitudes.
Donc elles essayent de contacter la gendarmerie, les personnes qui pourraient essayer de les retrouver, mais personne ne veut l'entendre. Il y a énormément de désertions à ce moment-là. On en compte 7500, apparemment, d'après les articles de journaux que j'ai pu lire. Et les cas dont je vous parle actuellement, se sont noyés dans la masse. Malheureusement, il faudra attendre qu'on retrouve le corps de Olivier Donnet le 31 octobre 1982 dans un fossé. Il avait disparu le vendredi 1er octobre 1982 après avoir intégré le 4e régiment de dragons. Le jour de sa permission, il quitte la base, il fait du stop sur la RN 77. Donc c'est à ce moment-là que les gendarmes se disent « Bon, c'est peut-être pas que des désertions. » Les gendarmes font donc des recherches cette fois-ci, mais ne trouvent rien et se disent que le meurtre de Olivier Donnet est peut-être un cas à part. À ce moment-là, ils se disent, bon, c'est quelque chose d'isolé, mais Patrice Denis, un civil qui a été signalé après avoir fait du stop sur la RN 44 le vendredi 12 août 1985 à 18h45, comme disparu. Il se rendait à son club scientifique et donc là la thèse du meurtrier est abordée par les gendarmes. Dans plusieurs articles, on dit que l'armée a rien fait pour les retrouver, qu'ils ont complètement négligé l'affaire. Oui et non en fait. Il faut savoir qu'ils se sont comme mis au service des gendarmes. Et les militaires se disent que effectivement leurs jeunes recrues qui étaient sous leur protection ont peut-être disparu et que ce ne sont pas des désertions. Donc ils aident activement la gendarmerie pour essayer de trouver un quelconque indice sur l'affaire des disparus de Mourmelon. Donc on ouvre même les portes du camp militaire aux policiers, aux gendarmes, et ils aident à essayer de trouver un indice, quelque chose. Sur ces terrains de manœuvre, sans résultat. Maintenant, l'armée prend vraiment au sérieux la menace sur ses soldats. Devant les caméras de télévision, elle donne des consignes aux appelés. Ils ne trouveront absolument rien à ce moment-là. Donc la gendarmerie et les militaires se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de voir si des personnes sont au courant de quelque chose? Ils vont éditer des milliers de formulaires qu'ils vont envoyer à toutes les jeunes recrues. Les jeunes recrues qui font du stop afin d'avoir des informations s'ils ont été témoins ou eux-mêmes victimes d'une possible agression, d'avances sexuelles, de potentielles séquestrations. Dans ces formulaires, il y a une Renault 21 qui revient souvent. Donc les gendarmes vont faire des recherches sur toutes les personnes ayant une Renault 21 qui pourraient correspondre avec la psychologie possible et 60 suspects sont interrogés par les gendarmes. Et malheureusement, les 60 suspects ne peuvent être à l'origine de ces disparitions, que ce soit par la force physique qui est pas suffisante, un planning qui ne correspond absolument pas aux disparitions qui se font que le vendredi, que ce soit sur les alibis qu'on a d'eux, ou simplement sur la psychologie qui ne convient pas, puisque les jeunes recrues qui ont envoyé les formulaires disent qu'ils ont été victimes d'attouchements sexuels ou de propositions sexuelle. Donc malheureusement, retour à la case départ. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres disparitions, 2 autres disparitions après ça. Patrick Gache, une jeune recrue qui a intégré le camp le 30 avril 1987. La famille est au courant de la disparition de leur fils 45 jours après parce que la personne qui était dans le même cabanon pour dormir que Patrick Gache appelle la famille pour demander des nouvelles. Et c'est là seulement qu'ils se rendent compte que leurs fils ont complètement disparu et que la disparition a été éditée comme une désertion. Les parents indignés, la famille indignée appellent le camp en disant « Mais pourquoi vous nous avez pas prévenus ?» Et le service dit simplement « Ce n'est pas à nous de prévenir qu'il y a eu une désertion, mais aux gendarmes. » On a informé les gendarmes que cette personne n'est pas revenue, et les gendarmes, comme je vous l'ai dit précédemment, ils croulent sous les désertions, et malheureusement n'ont pas informé la famille de l'absence de ce Patrice Gache. À ce moment-là, les médias se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas et s'emparent du sujet. Et ne sont pas du même avis que les militaires en disant qu'on a abandonné ces jeunes recrues à leur sort sans rien faire. Et même l'hypothèse par les médias, les journalistes, est que des personnes du service militaire sont probablement responsables de ces disparitions, qu'il y a peut-être eu des accidents en interne et qu'on veut couvrir le fait qu'il y ait eu ces accidents en ne disant rien et en déclarant simplement des désertions. Suite à ces différents événements, ces différentes disparitions, le camp militaire met en place des cars pour emmener les jeunes recrues du camp
jusqu'à la gare. Il faut savoir que ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. Ce qui fait que le jeune Trevor O'Keefe fera de l'autostop. Malheureusement pour lui, le corps du jeune Irlandais sera retrouvé en bordure de la RN 44, pas loin de la forêt d'Alincourt, près du lac à Vitry-le-François. Il sera enterré sous 20 cm de glaise. Il sera autopsié et on découvrira qu'il a été étranglé avec une cordelette, qui est une technique de combat des commandos, et que le corps enterré sous 20 cm de glaise est aussi une technique de commando pour cacher leur parachute. Donc Joël Vaillant, qui là découvre un deuxième corps, sera chargé de l'enquête. Et il fera tout son possible pour essayer de trouver qui est à l'origine de ces disparitions. Il remarquera qu'ils disparaissent tous un vendredi soir, pas loin du camp de Vitry, et que c'est probablement un commando de la région Rhône-Alpes qui est à l'origine de ça. Donc il faut un portrait psychologique pour essayer de trouver et comparer entre les personnes que les militaires connaissent et le portrait psychologique qui a été fait. Mais la SRPJ ne voit pas ça du même œil et disent qu'il n'y a que des suppositions et par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête. Mais pourquoi je vous parle de Pierre Chanal au début et pourquoi se trouve-t-il au cœur de cette fameuse enquête? Je vais vous dire qui il est cet homme et comment il a vécu. Pierre Chanal est le fils d'un homme très avare, très dur, très froid, qui brutalise sa femme. Donc les parents de Chanal, déjà, lui donnent pas de bonnes bases. Donc Chanal décide de couper les ponts avec sa famille, ses frères et ses sœurs également. Il ne sait même plus s'il a 16 ou 17 frères et sœurs. Donc il quitte l'école à 14 ans pour faire une formation d'apprentissage pâtissier, mais n'achèvera jamais sa formation. Il travaille donc en usine en attendant ses 18 ans pour pouvoir s'engager dans l'armée. Il devient adjudant-chef, instructeur au camp de Mourmelon dans le 4e régiment de dragons. Il sera actif dans ce régiment de 1977 à 1986. Il est une recrue d'après ses collègues très investi et a un respect total des règles et est très dur envers lui-même et envers les autres. Il fait du footing tous les matins de 15 km et s'entraîne au combat corps à corps et est passionné de parachute et du LM. Sa mère le décrit comme un enfant délicieux qui a fait sa communion, qui regardait les avions voler au fond de son jardin en rêvant d'être pilote. Il faut même savoir que lors d'un déploiement au Liban en tant que casque bleu, il recevra une médaille avec l'étoile d'argent. Il tombera dans les filets judiciaires en été 1988. L'affaire des disparus de Mourmelon prend un tournant. C'est le jeune Pallas Falvé, un jeune Hongrois qui faisait du stop pour aller à Lyon. Il a 20 ans et en fin d'après-midi, un conducteur le pose au péage de Salon-sur-Saône où il attend le prochain automobiliste qui va pouvoir le prendre et continuer son voyage. Un automobiliste s'arrêtera enfin à 22h. Cet automobiliste, vous le devinerez, c'est Pierre Chanal. Donc normalement, il devait descendre pour aller vers Lyon, et Chanal décide de quitter la route du Soleil pour aller dans des rues parallèles. Il prend la sortie Mâcon. Ils vont dans des petits chemins, et donc le jeune Pallas, ne parlant pas bien français, essaye de lui dire « mais fais demi-tour, tu t'es trompé ». Et là, Pierre Chanal répondra à ce jeune homme « Non, we go ». Pallas ne peut rien faire, c'est une voiture en route, un van en route qui roule. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va pas sauter par la porte pour pouvoir s'échapper. Et il fait encore confiance à Chanal, qui n'a pas l'air agressif pour un sou. Donc il s'arrête dans une petite rue reculée, un petit chemin reculé. Et là, Chanal dit à Pallas qu'il va aller chercher une carte dans le coffre pour essayer de retrouver son chemin. Donc Chanal va dans le coffre, revient avec la carte. Tout se passe bien jusqu'à ce moment-là, puis il dira au jeune qu'il va chercher une lampe et un fruit. Donc il reviendra avec sa lampe et son fruit et dira qu'il a encore oublié quelque chose. Et Pallas dit « Il est retourné à l'arrière une 3e fois et il m'a surpris. Il a passé une sangle autour de mon cou par derrière et il a tiré très fort en arrière. Il m'étranglait. Avec ma main, j'ai tenté de me dégager, mais il serrait très très fort. Je me suis dit que si je voulais respirer, il valait mieux que je ne résiste pas. »
Il explique qu'il est attaché avec des liens autour des chevilles, des poignets et du cou, et avec une chaîne également, qui l'entrave complètement, et s'il bouge, il s'étrangle tout seul. Il ne résistera pas et ne portera pas d'opposition aux violences sexuelles qu'il subit par Chanal parce qu'il sait qu'à tout moment, Chanal pourra l'étrangler sans aucun problème. Donc ce jeune Pallas dira qu'il a vécu une horreur, une nuit horrible de violences sexuelles, le soir, la nuit et le lendemain jusqu'à tard dans l'après-midi. Pallas dira que Chanal attendait que la nuit tombe pour peut-être lui ôter la vie. Le van de Chanal se trouve dans une petite impasse et il attire le regard de gendarmes, dont Christian Genet qui est adjudant-chef à ce moment-là. Donc ils vont vers Chanal, ils lui demandent ses papiers, etc. et Chanal tend sa carte de militaire. Mais malgré que la carte de militaire ait été donnée à Christian Genet, il décide quand même de faire le tour du véhicule, en son âme et conscience, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Il fait le tour et il se rend dans la fenêtre arrière du van et il regarde dans l'interstice qu'il y a entre les deux rideaux. Et là, il voit un homme allongé sous une couette. Cet homme tourne la tête vers Genet, et là, la couette tombe, et il se rend compte que cet homme est complètement entravé et attaché. Donc l'adjudant-chef demande à Chanal de libérer le jeune garçon, de le détacher, et Chanal dira que c'est un jeu sexuel entre eux, qu'ils sont homosexuels, et qu'ils s'amusent comme ça. Le gendarme dira bon, ok, et après que le jeune homme ait été détaché, commencera à partir. Et c'est là que Pallas, avec ses dernières forces, se jettera aux pieds du gendarme et lui demandera de le sauver. Ce n'est qu'après 20 heures de séquestration que Pallas est enfin sauvé. Christian Genet arrête Pierre Chanal, l'emmène au poste et Christian, une fois arrivé à la gendarmerie, appellera le commissariat de Reims en charge de l'affaire de Mourmelon. Parce que lorsqu'il a fait une petite recherche sur Pierre Chanal, il s'est rendu compte qu'il était précédemment affecté à Mourmelon. Le 8 août 1988, Pierre Chanal est arrêté. Un inspecteur viendra pour auditionner Pierre Chanal et suite à ça, il demandera le démantèlement complet du van afin de récupérer un maximum d'indices pour l'affaire de Mourmelon. Il faut savoir que Pierre Chanal sera forcément jugé pour les agressions sexuelles et la séquestration de Pallas, j'en parlerai un peu plus tard. Là, actuellement, les gendarmes, sous les yeux de Pierre Chanal, voient tout être démantelé, on dévisse tout, on prend toutes les informations, les objets, des slips, des ceintures, tout et n'importe quoi, on perquisitionne même, on met sous scellé le matelas de Chanal. Le van est complètement désossé pendant 2 jours. À ce moment-là, l'ADN n'est pas encore au point, donc il retrouve des cheveux et des poils dans le van et il le compare un peu à l'ancienne. Il se rend compte qu'il y a 6 poils différents et cheveux différents qui ne viennent pas des mêmes hommes. L'avocat de Chanal sera Pierre Gonzalez de Gaspard. Je vous disais dans Les Disparus de Lyon que c'était l'avocat des victimes. Et ici, il sera l'avocat de Pierre Chanal. Un procès qui promet d'être très dur, vu comment il a géré, comme un chef, la précédente histoire. Maître Pierre Gonzalez de Gaspard dira que les cheveux retrouvés sont parce qu'il a emmené plusieurs personnes dans son combi et ça ne prouve en rien que ses cheveux et ses poils sont ceux des disparus et encore moins qu'il les a séquestrés ou enlevés ou violés. Donc pendant le démantèlement du combi, une pelle sera retrouvée, une pelle pliante. La partie civile, les inspecteurs et les chefs demanderont donc une expertise entre la terre retrouvée sur la pelle et où le corps de Trevor a été retrouvé et ça matchera. Mais c'est une mince preuve, c'est pas parce que la terre est la même que c'est forcément lui, donc pour l'instant ça stagne un petit peu. Les inspecteurs vont interroger Chanal pendant 46 heures et 30 minutes. Sauf que ce que les inspecteurs et les gendarmes, les policiers avaient oublié, c'est que Chanal est un commando. Il a un mental d'acier et ne crachera aucun morceau, ne dira rien. Pour vous dire, au moment où les questions commencent à être un peu indélicates pour Chanal, il préfère s'auto-mutiler, se frapper lui-même, être violent envers lui-même que de répondre. À un moment, il s'est explosé la tête contre le bureau et a essayé de se faire du mal. Il aura fallu 2 gendarmes pour l'empêcher de se faire du mal à lui-même. Il avait des accès de violence incontrôlables. Rappelez-vous. 2 personnes
pour pouvoir le maîtriser. Donc suite à ça, en 1990, il rentre sur le banc des accusés et sera inculpé pour le viol de Palaz, et il n'est pas question des disparus de Mourmelon à ce moment-là. Maître Pierre González de Gaspar, qui défendra Pierre Chanal, le dira et le répétera: ici, on n'est pas là pour le procès des disparus de Mourmelon, mais bien pour l'affaire Palaz. Tout le procès se fera sous l'œil des familles des disparus. Il faut savoir que Palaz vivra très mal cette affaire parce qu'il sera regardé comme s'il était homosexuel, aura des regards, et les gens se demanderont si effectivement Palaz était consentant, parce que c'est une des défenses comme quoi Palaz était consentant, et après il a peut-être regretté et s'est dit séquestré et violé, alors que Chanal dira que non, il était ok, et que il s'est pas rendu compte qu'au bout d'un moment il était plus d'accord. Donc Pierre Chanal à ce moment-là écopera de 10 ans de prison, le maximum pour cette affaire. Maître González de Gaspar dira que c'est parce que justement le poids des disparus de Mourmelon a joué dans la sentence et que c'était perdu d'avance, qu'il pouvait rien faire à cause de ça. Donc après 10 ans d'emprisonnement, Pierre Chanal sera libéré. Pendant ce temps, il faut savoir que Patrick Poiret cherche à tout prix des preuves. Il va même sur un plateau TV avec Jean-Pierre Foucault pour essayer de rassurer les victimes en disant qu'il est en train de faire des recherches pour essayer de trouver des preuves et qu'on ne peut pas inculper quelqu'un sur des suppositions et qu'il faut des faits réels et des preuves. Donc je vais vous mettre un extrait là de l'émission justement et des dires de Patrick Poiret. Mais si j'ai souhaité participer à votre émission, Jean-Pierre Foucault, c'est pour dire que je suis avec les victimes, que la justice n'est pas contre les victimes, mais avec celles-ci. C'est probablement l'enquête la plus importante depuis l'après-guerre pour la gendarmerie. C'est donc un dossier très important. Faut-il donc le rater ? Ce genre de dossier exceptionnel porte en lui-même les risques de l'erreur judiciaire. Il y a un risque. La justice est peut-être lente, il lui faut avancer tout doucement pour accumuler des preuves et non pas des présomptions. Ce qui est bien de savoir, c'est que quand même en 1993, à Metz, un laboratoire a mis en place un système laser pouvant comparer les poils et les cheveux entre les victimes et les poils retrouvés. Il faut savoir que un des cheveux match avec Patrick Gache qui a disparu. À ce moment-là, Pierre Chanal clame son innocence. Il dit qu'il n'y est pour rien, que c'est pas lui le responsable, qu'il n'a jamais tué ces jeunes garçons, ni séquestrés, ni enlevés, qui sont venus dans leur van de leur plein gré. Il écrira une lettre à sa sœur qui ne supporte pas toutes ces accusations et qui devient un vrai cauchemar. Et c'est là que Chanal fera sa première tentative de suicide. J'ai vécu 2 jours dramatiques. Quand vous avez 3 brigades de gendarmerie qui se succèdent les unes après les autres pour vous interroger sur un truc, sur un autre, vous savez même plus ce que vous dites à la fin. Vous savez plus ce que vous dites. Et si j'avais pu, je vous dis franchement, si j'avais pu me poignarder, je l'aurais fait et je n'aurais même pas été voir le juge d'instruction parce que je me sentais tellement honteux par ce que j'avais fait en fait. Bon, c'était quand même une connerie. Je ne pensais pas pouvoir survivre, je ne pensais pas surmonter cette honte. Et je dis, si j'avais pu me poignarder, je l'aurais fait dans le camion, puisque j'avais un couteau de cuisine, puisque je faisais à manger dans mon camion. Donc l'affaire prendra un nouvel élan, un nouveau ressort quand la mère de Trevor O'Coffey viendra en France afin d'avoir des informations. Elle est tombée sur un article de journal qui parle justement de ce fameux Pierre Chanal qui a été arrêté et condamné pour viol, séquestration, etc. et qu'il est au centre de cette affaire. Parce qu'à ce moment-là, le visage de Pierre Chanal est édité partout comme un potentiel suspect. Elle va revenir en France pour prendre un avocat pour la défendre et réouvrir l'enquête. Elle fera appel à l'avocat Maître Dupond-Moretti. Lui, Dupond-Moretti, va faire une découverte assez particulière. Il va voir que dans les scellés, il y a un slip qui a été retrouvé, un slip qui a été fait en Grande-Bretagne. Et oui, grâce à un slip, l'enquête peut être réouverte. Parce qu'il va faire mention de ce slip dans un de ses rapports et va demander à la mère de Trevor si il avait des slips similaires, et effectivement, ces slips se vendaient par lot et l'origine des slips gardés par la maman de Trevor sont identiques à celui retrouvé dans le van. Et donc il y a une présomption de culpabilité à partir de ce moment contre Pierre Chanal. À ce moment-là, donc, l'instruction s'ouvre et on demande de voir les scellés. Donc les parties civiles, les personnes qui représentent
Les familles de victimes demandent à avoir accès aux scellés et à ce moment-là, on se rend compte que la terre qui avait été prélevée, qui était en corrélation avec la pelle, la terre retrouvée sur la pelle, a complètement disparu. C'est quand même aberrant. Donc le 19 juin 1995, Pierre Chanal est libéré de prison. Il faut savoir qu'à sa sortie de prison, il ne fera qu'une seule et unique interview. Il donnera cette interview à une journaliste dans un hôtel à Saint-Étienne le 31 juillet 1995. Entre-temps, le juge d'instruction et le procureur ont changé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est monsieur Chapard qui reprend les dossiers en cours et le procureur, monsieur Poiret. Et tous les deux, là, pour le coup, prennent au sérieux cette affaire. Ils font des recherches et se rendent compte que il y a des scellés oubliés dans les combles du tribunal. Alors pour le coup, c'est un comble, j'ai envie de vous dire. Ils se rendent compte qu'il y a plein d'éléments qui n'ont pas été exploités, dont le matelas qui a été retrouvé dans le van de Chanal. Donc ils demandent à ce qu'on exploite, qu'on désosse, qu'on démembre ce fameux matelas pour retrouver des informations, et là il y aura de l'ADN retrouvé. Et merci mon Dieu, à ce moment-là l'ADN est exploitable enfin. On arrive au 16 février 1996, à la demande du juge d'instruction Chapard, il demande aux familles des victimes de justement donner leur ADN pour faire la comparaison. En attendant l'analyse, le juge ferme toutes les portes, entre guillemets, dans le côté judiciaire et les ouvre aux victimes pour pouvoir enfin voir les items qui ont été trouvés dans le van et pouvoir dire si ça correspond à leur fils ou pas. Si ces affaires ont une correspondance, s'ils peuvent les reconnaître, même si ça fait très longtemps. Enfin, les résultats tombent. Patrice Denis, Patrick Gache et Trevor Okofi sont bien passés dans le van de Chanal. On a enfin des preuves. Donc Chanal est interpellé, interrogé, mis sous contrôle judiciaire et n'est pas emprisonné malheureusement. C'est seulement le 13 mai 2003, 14 ans après sa première arrestation et 23 ans après que la première victime ait disparu, que son procès commence. Il fera une tentative de suicide pour ne pas s'y rendre. Ce qui fait qu'on reportera le procès au 14 octobre 2003, comme si les familles n'avaient pas assez attendu. Donc pour éviter qu'il refasse une tentative de suicide, comme à ce moment-là il est en liberté, on va l'emprisonner. On va le mettre dans une cellule et il commencera une grève de la faim et s'affaiblira le plus possible pour ne pas assister à son procès. Tout le monde se dit que le procès doit avoir lieu, que Chanal soit là ou non, ne serait-ce que pour les familles des victimes. Chanal ne voulait pas se rendre dans ce procès et il avait dit lors de son interview qu'il préférait mourir que d'être condamné. Je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. Malheureusement, son vœu sera exaucé puisque dans la nuit du 14 au 15 octobre 2003, il se donnera la mort. Dans un hôpital où il était mis sous surveillance avec 2 gendarmes, il se mettra un coup dans l'artère fémorale. Les gendarmes ne se rendront compte de rien parce qu'il est entouré dans son duvet et dans son matelas. Il aura mis que 7 minutes pour se vider de son sang. Et malheureusement, pour la justice, il sera présumé innocent pour toujours. Mais rendez-vous compte, présumé innocent pour l'éternité. Et les familles des victimes diront que le deuxième responsable est la justice qui a pas bien fait son travail et qui a été trop longue pour traiter cette affaire. C'est ainsi que se termine ce long épisode de Silence on cherche. Mais n'oublions pas les victimes, parce que le point commun de toutes ces victimes, pratiquement, sauf un, sont qu'ils ont fait leur service militaire au mauvais moment, au mauvais endroit. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous et évitez de faire du stop.